Comment ça va, les Vetters? C'est Patrick, de l'entreprise Vetted. Aujourd'hui, nous allons discuter de ce point. Vous savez, quand je m'adresse à vous, je n'arrive vraiment pas à croire... Non, sans offense, Lou. Je n'arrive pas à croire qu'il ne t'ait pas encore tué. Alors, d'un côté, tu te dis, d'accord. Lou a le droit de nous en dire autant. Mais si vous m'en dites autant, vous me dites pratiquement tout. C'est en quelque sorte ce qui est étrange, n'est-ce pas? On vous autorise à me dire, oui, il y a des choses dans notre putain d'atmosphère qui ne sont pas humaines, et le Pentagone l'a reconnu. On ne sait pas ce que c'est. D'accord, mais alors, vous ne m'avez pas déjà tout raconté? Qu'est-ce qu'on nous cache encore, là? Selon moi, Lou n'a jamais cessé de travailler et quand les gens se demandent pourquoi il brandit de faux ovnis devant des membres du Congrès en fonction, c'est parce qu'on lui a dit de le faire. C'est un agent de désinformation entraîné et il est très patriotique et très attaché à son serment. Et il fera ce qu'on lui dit. Alors, Vetters, n'oubliez pas de liker, ça aide vraiment la vidéo. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Alors, Vetters, de quoi parle la vidéo d'aujourd'hui? Eh bien, il s'agit de Luis Elizondo et d'une récente interview qu'il a donnée, ainsi que d'autres choses que j'ai découvertes en rejoignant un espace X ce soir, ou devrais-je dire ce matin. Je suis resté éveillé très tard pour rejoindre l'espace X et j'en ajoute une partie à cette vidéo parce que c'est très pertinent. Alors, nous allons décortiquer certains commentaires de Luis Elizondo ainsi que des rumeurs qui circulent à son sujet et qui vont s'avérer très, très surprenantes. Très bien, chers Vetters. Laissez-moi maintenant vous parler du sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, UPDF. C'est un éditeur de PDF de pointe alimenté par l'IA. Il permet d'éditer le texte, les images, le lien de PDF et d'ajouter ou supprimer des filigranes. Et vous pouvez aussi ajouter des mots de passe pour une protection de pointe. Ma partie préférée, ce sont les fonctionnalités basées sur l'IA. Alors, regarde. J'ai téléchargé ce PDF de la NSA sur les extraterrestres pour te le montrer à titre d'exemple. D'accord, parce que dans mon travail d'étude des ovnis, cela m'aidera à faire passer ma recherche à un tout autre niveau. C'est rapide et facile de télécharger le PDF. Il le résumera ensuite très rapidement pour vous. Vous pouvez lui poser des questions et obtenir des réponses très promptes, ce qui est vraiment très utile. Et j'adore absolument la fonction de carte mentale IA. C'est un véritable tournant. Alors, nous pourrions peut-être enfin obtenir la vérité sur les extraterrestres de l'UPDF. C'est vraiment super. Alors, utilisez mon lien dans la description pour télécharger et procéder à l'installation de UPDF dès aujourd'hui. Ça fonctionne sur Mac et Windows pour les ordinateurs de bureau et ils ont même une application mobile pour iOS et Android, donc il n'y a plus d'excuses. Très bien. Alors, plongeons directement dans le vif du sujet. Cette première question que l'intervieweuse a posée à Luis Elizondo est une question que je me suis toujours posée moi-même et j'ai été en fait très surpris qu'elle la pose, mais c'est une question absolument phénoménale. Pourquoi le gouvernement ne se contente pas de se manifester et de dire « D'accord, les gars, voici ce que nous avons ». Cela prend tout son sens si vous essayez de maintenir une idée comme celle de Galilée, comme vous venez de le mentionner, qui serait remise en question sans aucun doute en présentant toutes ces preuves. On peut aisément comprendre pourquoi quelqu'un voudrait le supprimer. Mais vous savez, quand je vous parle, je n'arrive vraiment pas à croire. Non, sans offense, Lou. J'arrive pas à croire qu'il n'était pas encore tué. Alors d'un côté, tu te dis, d'accord. Lou a le droit de nous en dire autant. Mais si vous me dites autant de choses, vous êtes en quelque sorte en train de tout me révéler. C'est un peu ça qui est étrange, n'est-ce pas? Vous avez le droit de me dire, oui, il y a des choses dans notre putain d'atmosphère qui ne sont pas d'origine humaine et le Pentagone l'a officiellement reconnu. Nous ne savons absolument pas ce que c'est. Bon, d'accord. Mais alors, vous ne m'auriez pas déjà tout raconté? Qu'est-ce qu'on nous cache encore, là? Encore une excellente question, non? Du genre, vous nous avez déjà tout raconté. Qu'y a-t-il d'autre à nous dire? Non? Ce n'est pas censé être classifié. Vous dites? Non? Et la réponse de Luis Elizondo, ils se mettent à parler du chat de Schrödinger et de ceci et de cela. C'est juste du genre, bon, venez-en au fait. C'est intéressant quand vous évoquez les multiples réalités, n'est-ce pas? Il y a eu cette discussion il y a quelque temps en utilisant l'analogie du chat de Schrödinger. Et il en vient, d'une certaine manière, à la raison, ce qui, en réalité, ne répond absolument pas à la question parce qu'il divague un peu et part dans tous les sens. Mais c'est cette partie de la réponse que j'ai trouvée la plus intéressante. Quand est-ce que le gouvernement veut que je dise et ne veut pas que je dise? Je vais vous dire, j'ai eu beaucoup d'ennuis. J'ai eu beaucoup de choses. J'ai eu beaucoup de menaces de mort. J'ai eu, à un moment donné, j'ai été averti plusieurs fois que les éléments au sein du gouvernement, pas le gouvernement entier, parce que vous savez, les gouvernements, comme les religions, sont faits de gens et certains sont bons et certains ne le sont pas tant que ça.
Donc, je ne tiens pas le gouvernement nécessairement responsable, mais il y avait des éléments au sein du gouvernement qui étaient extrêmement mécontents de moi et de certains de mes collègues et ont essayé de s'en prendre à nous. Au début, ils ont commencé par ce que nous appelons le terrorisme administratif, essayant de compromettre mon habilitation de sécurité ou d'essayer de m'accuser de X, Y, Z, ce qu'ils n'ont pas pu faire. Ce n'était tout simplement pas vrai et ils le savaient. Et puis, ils ont commencé à aller un peu plus loin dans l'intimidation. Un de mes collègues a vu des drones survoler sa maison, puis une entrée forcée chez lui. Évidemment, un message très clair qu'il voulait qu'il se taise. Mon approche a été très prudente. Je ne discute de rien qui soit classifié et je ne discute de rien qui pourrait compromettre les capacités opérationnelles actuelles de notre nation. Et c'est là que réside le troisième véritable problème dont vous parlez. Si je devais juste tout révéler ce que je savais, oui, j'aurais de gros problèmes et je serais probablement, vous savez, poursuivi en justice quelque part. Et bien sûr, c'est toujours une possibilité. C'est pourquoi j'ai 5 bergers allemands et je suis lourdement armé, malheureusement. C'est juste une réalité de la vie à laquelle je dois faire face. Ceci étant dit, là, j'ai très clairement fait savoir au gouvernement que je ne suis pas leur ennemi. Je suis un patriote. Je continuerai toujours à consulter le gouvernement américain si on me le demande. J'aime mon pays et ce que je veux, c'est réellement faire partie de la solution, pas du problème. En fait, en gros, il est en train d'insinuer qu'il ne nous a pas tout raconté parce qu'il a été menacé sa vie, vous savez. Il a des bergers allemands, mais il est lourdement armé, vous savez. Ceci, cela et le reste. Et ça le protégera de la puissance du gouvernement US, je suppose. 5 bergers allemands et quelques pistolets. D'accord. Mais encore une fois, une question toujours aussi poignante que l'intervieweur a posée et, à mon avis, il n'y a pas répondu. Et, vous savez, j'ai trouvé sa réponse très intéressante parce qu'il insiste lourdement sur le fait qu'il a été menacé, que sa vie et celle de son ami ont été survolées par des drones, leur disant en gros de se taire et tout ça, n'est-ce pas? Il est toujours en train de parler de ça, de comment il met tout en jeu et que c'est tellement difficile pour lui, vous savez. Et ça te pousse à te demander pourquoi est-ce que tu continues à aborder ce sujet, n'est-ce pas? Quel est vraiment l'intérêt de tout cela? Eh bien, cela m'a fait réfléchir à quelque chose, car récemment, lors d'une interview, dans l'émission de Jesse Michaels, d'accord, il interviewait UAP Gerb, et ils ont prononcé une phrase durant cet entretien qui m'est toujours restée en mémoire, et je crois que c'est particulièrement pertinent en ce moment précis. Je pense que ça va peut-être paraître un peu fou, mais je crois qu'il y a du vrai là-dedans. Je pense qu'il y a des gens dans la communauté pro-OVNI, sur Twitter et tout ça, qui exagèrent presque les dangers. Comme s'il y avait des dangers. Comme si on m'avait fait des sales coups. On t'a probablement fait des sales coups aussi. Il m'est arrivé des trucs bizarres. Mais il y a des gens qui ne font que parler de la dangerosité de s'intéresser à ce genre de choses, et je me dis, vous essayez de dissuader plus de gens de se manifester? C'est comme si c'était leur leitmotiv. Ils essaient de faire circuler ça autant que possible. C'est comme s'ils voulaient que ça devienne un mème bien ancré dans votre esprit si jamais vous envisagez d'entrer en bourse, parce qu'il y a eu des morts ici et des morts là. Et là, vous savez quoi? Il y a eu des trucs vraiment flippants qui se sont passés. Mais je ne sais pas. C'est comme si c'est tout ce dont tu parles encore et encore et encore. Bah, je me pose parfois des questions. Je me dis, es-tu une sorte d'agent ou quelque chose comme ça? Ouais. La maison pour les clics. Fait que oui, c'est la même chose. J'ai eu des trucs bizarres. Et essayez-vous de dissuader la prochaine personne de faire son coming out parce que vous parlez de l'aspect effrayant de tout cet espace? Genre... Je ne sais pas. Et ça crée de l'intérêt. Les gens disent, OK, cette chose horrible pourrait arriver, ou là, cette chose effrayante se produit. Moi, personnellement, je sais que ni toi ni moi ne nous attarderons là-dessus. Tu peux pas. C'est inutile. On ne fera aucun travail en parlant juste des dangers. Tu vas juste être parano ou quoi? Parce que, vous savez, si vous participiez à un podcast ou si je participais à un podcast et que je racontais juste que j'enquête sur les ovnis et que c'est tellement dangereux. Regardez-moi, j'ai été menacé. Personne ne veut vraiment entendre ça. C'est juste... Non. C'est... qu'est-ce que ça peut faire? Un drame dont tout le monde se fout. Oui, tu veux te rapprocher de la vérité. Alors, vas-y, fais-le, tu sais, ou pas. Choisis un autre chemin ou quelque chose. Mais non, il y a beaucoup de ça. Tu sais, c'est comme si tout tournait autour de moi. Tu sais, non, ce n'est pas ça. Ouais. Ce que je veux dire, Jesse Michaels soulève un point très pertinent. Genre, si vous dites ces choses, essayez-vous d'empêcher d'autres personnes de faire leur coming out? N'est-ce pas, cela n'empêcherait-il pas d'autres lanceurs d'alerte de vouloir se manifester? Si c'est tout ce dont vous parlez, à quel point ça va mal pour vous et comment vous êtes menacé et comment vous êtes ceci? Et encore une fois, restez avec moi dans cette vidéo car il y a des choses qui vont être révélées à propos de Luis Elizondo, prétendument, qui pourraient nous donner une meilleure raison de pourquoi il fait ce qu'il fait. Mais restez avec moi car cela viendra plus tard. Alors, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que Jesse a raison ici, n'est-ce pas? Si vous parlez de ce genre de choses, c'est pourquoi, n'est-ce pas? Est-ce que vous essayez juste, encore une fois, d'empêcher d'autres personnes de se manifester? Parce que si vous êtes un lanceur d'alerte et que vous entendez ça, vous vous dites, eh bien, je ne vais pas me manifester. Bye. C'est affreux, n'est-ce pas? Et Luis Elizondo ne cesse de promouvoir ce récit. Écoutez la question qui lui a été posée.
N'est-ce pas, Watts? Vous ne nous avez pas tout raconté? Et là, il se lance dans une véritable tirade et il ne s'est pas arrêté là, bien sûr. Il a également dit d'autres choses que nous aborderons dans un instant, mais quelque chose que je tiens à partager avec vous. Le cinéaste Ron James, photographié ici, qui figure dans mon prochain documentaire, Psionics. Je suis allé filmer avec lui en Arizona, à Sedona. Il y a un nouveau film qui sort, d'accord? Qui s'appelle Accidental Truth Next, parce qu'il a sorti un film il n'y a pas si longtemps, intitulé Accidental Truth, dont je mettrai un lien ci-dessous pour que vous puissiez aller le voir. C'est un film phénoménal. Et il a une suite qui va sortir. Et il a partagé un extrait exclusif, d'accord, que je vais diffuser en entier à la toute fin de cette vidéo. Mais pour l'instant, je vais juste vous en passer un court extrait pour vous donner une autre idée des contradictions que Luis Elizondo présente. D'accord? Et ensuite, nous en parlerons à la fin. Nous avons de nouveaux témoins qui s'expriment publiquement avec les déclarations officielles les plus audacieuses que nous ayons entendues à ce jour. Luis Elizondo, le journaliste Michael Schellenberger, l'amiral Tim Gallaudet et Mike Gold de la NASA ont tous présenté des témoignages frappants. Pourtant, une fois de plus, aucune preuve concrète et définitive n'a été fournie pour étayer leurs affirmations. Étrangement, certains de ces témoins ont publiquement exhorté les lanceurs d'alerte à se manifester alors qu'ils semblent eux-mêmes peu disposés à franchir cette étape. Le Congrès devrait créer un environnement protégé afin que les lanceurs d'alerte, désireux de bien faire, puissent se manifester sans crainte. Actuellement, ces lanceurs d'alerte souffrent en raison de la stigmatisation, d'un code du silence et de préoccupations concernant les représailles. Ces lanceurs d'alerte devraient être encouragés à se manifester de manière à les protéger contre toute forme de représailles. Je ne suis pas un lanceur d'alerte et quant à être une taupe, je me damnerais si quelqu'un osait me traiter de taupe, parce qu'une taupe est quelqu'un qui prend des informations classifiées et les fournit de manière non autorisée dans le seul but de les divulguer. Je n'ai jamais fait ça et je ne le ferai jamais. Donc là, il est en train de dire, genre, les gens devraient se manifester, ils devraient s'exprimer et tout ça. Premièrement, tu sais, tu parles de la difficulté de se montrer, n'est-ce pas? Et puis deuxièmement, en gros, tu dis que tu ne veux jamais rien divulguer. Ce n'est pas ce que tu fais. Tu n'es pas un lanceur d'alerte. Qu'est-ce que ça change? Esta s'Espagne de Slayer n'a aucun sens. Maintenant, passons à une autre partie, celle de sa même réponse à cette question. D'accord. Ne nous avez-vous pas tout dit, n'est-ce pas? Il continue de s'étendre. Et cette prochaine partie est tout aussi intéressante. Jetez un œil à la prochaine partie de sa réponse. Si, hypothétiquement, le gouvernement américain avait réussi à potentiellement faire de la rétro-ingénierie et à exploiter certains de ces accidents pour peut-être, dans une certaine mesure, reproduire certaines des observations que nous constatons en termes de performance, vous ne voudriez vraiment pas en faire la publicité. Vous ne voudriez pas que vos adversaires, comme la Russie, la Chine, la Corée du Nord ou l'Iran, sachent que vous avez réussi à faire cela, n'est-ce pas? Parce que vous savez, ce serait considéré comme un joyau de la couronne. Et donc, je peux comprendre cela et je ne voudrais certainement pas que ça arrive. Donc, avoir une conversation comme celle-ci, je pense que c'est bon. Si je devais m'exprimer et commencer à détailler ce que nous avons et ce que nous n'avons pas, ce serait un problème. C'est un problème car nous révélerions alors nos forces, nos capacités et nos vulnérabilités. Et ça, c'est à proscrire. Ça, c'est pas bon du tout dans le domaine de la sécurité nationale. Et c'est pourquoi vous me verrez toujours agir avec la plus grande prudence. On m'a dit très spécifiquement que je ne pouvais jamais parler de récupération d'épaves. Je suis toujours obligé de passer par le Pentagone. Chaque fois que j'écris un livre ou quelque chose de ce genre, ils doivent en examiner chaque mot et ils ont l'autorité de censurer des choses et ils l'ont fait. Dans mon premier livre que vous avez lu, Imminent, vous remarquerez qu'il y a des passages censurés. Ce que je voulais, c'était être totalement transparent avec le public américain. Alors, j'ai laissé les censures et vous pouvez voir ligne par ligne où le gouvernement l'a masqué et ne veut pas que vous le voyiez et c'est bien, ça me va. C'est un marathon, ce n'est pas un sprint, vous savez. Nous voulons la divulgation, mais nous essayons aussi d'éviter l'idée de ce que nous appelons la divulgation catastrophique. C'est très intéressant. Et il y a un point précis dans cet extrait sur lequel j'aimerais attirer votre attention. C'est quand il déclare « On m'a spécifiquement interdit de parler des récupérations d'épaves ». C'est pourquoi vous me verrez toujours agir avec prudence. On m'a dit très spécifiquement que je ne peux jamais parler des récupérations d'épaves. Eh bien, dans cette même interview, il parle de récupération d'épaves et il l'a déjà fait de nombreuses autres fois auparavant. Alors, de quoi est-ce qu'il parle exactement? Ces récupérations d'épaves, si tant est qu'elles existent. On pourrait soutenir que c'est maintenant entre les mains de l'industrie privée. Comme Boeing, Lockheed Martin, les entreprises de défense militaire, le complexe militaro-industriel. Pourquoi est-ce qu'il le possède? Et pourquoi notre gouvernement ne l'a-t-il pas, lui?
Oui, c'est encore une fois un problème. Il y a eu en fait un effort il y a quelque temps, je l'ai d'ailleurs soumis officiellement au Congrès, où Lockheed Martin avait dit directement à certains de mes collègues, c'était le chef de, vous savez, Jim Ryder et ses gros bonnets, eux, qui ont dit, écoutez, nous ne voulons plus de ce matériel. Nous avons atteint le point où nous ne savons plus ce que nous pouvons en faire et nous ne voulons pas en être responsables. Ce qui s'est passé dans les années 50 et la fin des années 40 et ainsi de suite, du matériel a été fourni à certains de ces entrepreneurs de la défense pour qu'ils l'examinent. Et d'ailleurs, c'est là que réside un problème majeur dont nous pourrons parler dans une minute. Et il l'avait, et vous savez, il ne faut pas oublier que Eisenhower nous a mis en garde contre le complexe militaro-industriel. N'est-ce pas? Parce qu'ils sont motivés par l'argent et le profit. Ils ont des actionnaires, n'est-ce pas? C'est une entreprise, ne vous y trompez pas, n'est-ce pas? Ils le sont et leur affaire, c'est la guerre. Alors, le complexe militaro-industriel, parce qu'ils avaient l'expertise, ont eu accès à du matériel et à faire des rapports. Mais ce qui se passe au gouvernement, comme dans toute autre bureaucratie, les gens partent, les gens changent de poste, les gens prennent leur retraite. Tous ceux qui ont fait partie de cette partie du gouvernement, de cet effort, eux, ont disparu depuis longtemps. Pendant ce temps, vous savez, ces entreprises ont toujours le matériel. Et donc, Lockheed voulait en fait rendre ce matériel au gouvernement des États-Unis pour qu'il le conserve. Ils ont dit, écoutez, à ce stade, c'est plutôt un fardeau. Il est coûteux de maintenir les lumières allumées. Nous sommes allés aussi loin que nous le pouvions avec la recherche et l'analyse. Donc, c'est là que réside, vous savez, une grande partie du problème. Vous savez, nous avons incité à la guerre comme une activité lucrative. Et dès qu'il y a de l'argent en jeu, tout comme le système de santé, n'est-ce pas, et vous aurez de la cupidité et de la corruption. Et donc, c'est quelque chose que nous devons vraiment éradiquer. C'est pourquoi, pour moi, il est scandaleux que, vous savez, nous ne prenions pas cela plus au sérieux. Alors bien sûr, Briand, vous savez en détail sur les récupérations d'épaves, même si lui a été dit spécifiquement, ne parlez pas des récupérations d'épaves. Et puis il est autorisé à dire qu'il ne peut pas parler des récupérations d'épaves, sous-entendant en quelque sorte qu'elles sont réelles, n'est-ce pas? Parce qu'on m'a dit de ne pas en parler, parce que c'est réel. N'oubliez pas, il y a des récupérations de technologies étrangères après des crashs. Ces choses-là existent, mais elles ne sont pas d'origine extraterrestre. Nous récupérons des choses d'autres pays, n'est-ce pas? Donc encore une fois, beaucoup d'ambiguïté, beaucoup d'indices, beaucoup de ceci, beaucoup d'hypothèses. Vous savez, si c'est ci, si c'est ça, je veux dire, mais enfin quoi? Qui achète encore ces choses-là? Sérieusement? C'est très intéressant et très frustrant, et drapeau rouge après drapeau rouge. On ne peut vraiment pas faire confiance à ce que dit Luis Elizondo, à mon avis. Bon, la prochaine partie que nous allons aborder est un X-Space dont j'ai parlé plus tôt et auquel j'ai participé. Et un X-Space est... En fait, c'est une sorte de discussion à micro ouvert avec des intervenants invités qui abordent toutes sortes de sujets différents, n'est-ce pas? Eh bien, Ron James avait rejoint cet espace X avec quelqu'un qui se fait appeler Red Panda Koala. C'est ainsi qu'ils sont connus en ligne. Et il a principalement parlé de son nouveau film, n'est-ce pas? Et a également présenté des extraits exclusifs du film. Mais vous savez, on y discute de toutes sortes de choses dans ces espaces X et c'est exactement ce qui s'est produit dans cet espace X. Et puis, comment dire? Je vais juste vous faire écouter quelques extraits différents, vous savez, de cet espace X que j'ai trouvé plutôt intéressant. Maintenant, je vais mettre un lien en bas vers cet espace X. Je vous conseille vraiment d'écouter tout ça, en fait, car il y a bien plus que ce que je ne dis et je me dis juste, ah quoi? Maintenant, une partie, ce sont des rumeurs. Une partie, des expériences vécues. Donc, il faut prendre ça avec des pincettes. Mais c'est quand même très intéressant et même les rumeurs, on se dit, eh bien, ça correspond un peu à ce qui se passe, non? Alors, commençons tout de suite. C'est quelque chose d'important. Alors, encore une fois, cet espace X mettait en vedette Ron James, le cinéaste. Et commençons tout de suite. Donc, ce premier extrait concerne Ron qui explique cette, vous savez, présentation, je suppose, audience, ou plutôt audience non officielle qui a eu lieu en mai 2025. Bon, l'année dernière, en mai, il y a eu cette initiative appelée le Fonds de divulgation UAP ou quelque chose de similaire, où lui était en quelque sorte le maître de cérémonie de cet événement. Et c'est là qu'il a montré la photo du cercle d'irrigation, n'est-ce pas? Où il a dit, je viens de recevoir ça ce matin, un pilote me l'a donné. Vous savez, je ne l'ai pas encore vérifié. La voici. Voici un ovni. Eh bien, apparemment, il se pourrait bien que ce ne soit pas la vérité complète à ce sujet. Vous savez, comme regardons ce qui s'est passé à cette audience. Bon, ce n'était pas vraiment une audience. La présentation où il a brandi cette image, il y a des rumeurs et je ne peux que dire ça. On m'a dit que plusieurs fois, il avait déjà montré cette photo. Et donc, que tout cela s'avère soudainement être un faux, et c'était la deuxième fois qu'il présentait une image truquée. Et vous savez, ce qui est vraiment intéressant, c'est que
cet événement particulier, Eric Davis lâchait des révélations explosives et que toutes ces révélations venant d'Eric Davis soient supplantées par cette fausse photo d'OVNI a en quelque sorte dégonflé toute la présentation et, écoutez, entendu, la crédibilité de toute la présentation. Donc, encore une fois, il est en quelque sorte sous-entendu ici que, vous savez, Lou a intentionnellement montré une image falsifiée ou du moins quelque chose dans ce sens-là. Et vous savez, pour en quelque sorte simplement gâcher tout cet événement parce que d'autres choses allaient être dites et c'était une façon de faire en sorte que les gens rejettent l'intégralité de l'événement. Un peu comme le missile Hellfire qui a été montré lors de l'audition sur les ovnis en septembre, n'est-ce pas? Ça a en quelque sorte monopolisé toute la conversation. C'est un peu un schéma récurrent ici, n'est-ce pas? Vous avez ces événements et ensuite quelque chose de complètement insignifiant accapare toute la conversation. Et lui qui nous montre ça, ces cercles d'irrigation, vous savez, littéralement des cercles d'irrigation, vous savez? Et il montre ces fausses photos, n'est-ce pas? Maintenant, Ron va affirmer ici qu'il ne peut pas le confirmer, mais il lui a été dit par plusieurs sources de confiance que lui connaissait cette photo auparavant. Il ne l'a pas fait. Il a menti. Il ne l'a pas juste reçu ce matin-là. Oui. Et encore une fois, je ne peux que dire que cela m'a été rapporté. Je n'en ai pas la vérification. Je ne veux pas être là à faire passer ça pour une information véridique. Mais je l'ai entendu de plusieurs endroits différents. Et vous savez, il y a eu beaucoup d'incidents avec toutes les personnes qui sont apparues au début de toute cette histoire de la TTSA. Et vous savez, quand ils ont tout cassé en 2017, oui, beaucoup de ces gars ont des explications à donner, pour ainsi dire. Je sais, ce qui est intéressant, c'est que, vous savez, il parle de TTSA, To the Stars Academy, n'est-ce pas, avec Tom DeLonge dont Lou faisait partie, et on le sait, lors de leur toute première présentation, Chris Mallon a montré des photos d'OVNI et l'une d'elles était littéralement un ballon d'anniversaire, n'est-ce pas, et c'est un peu de ça que tout le monde a parlé. Voyez-vous un schéma ici? N'est-ce pas? Vous voyez un motif? N'est-ce pas? Et cela nous pousse vraiment à nous poser des questions. À mon avis, celui n'a jamais cessé de travailler. Quand les gens se demandent pourquoi il brandit de faux ovnis devant des membres du Congrès en session, c'est parce qu'on lui a demandé de le faire. C'est un agent de désinformation entraîné. Et il est très patriotique et il est très attaché à son serment. Et il fera ce qu'on lui dit. Ça, c'est grave, non? C'est un agent de désinformation entraîné et il va faire ce qu'on lui dit. Et regardez, je félicite Ron James d'avoir eu le courage de dire ces choses. Vous savez, il a une très bonne réputation dans la communauté. Il a sorti de bons films. Vous savez, AG, il a toujours reconnu ses torts quand on lui a présenté des informations qui se sont avérées être des balivernes, n'est-ce pas? Alors, vous savez, parce qu'il a, de façon notoire, dans mon émission, montré des photos qu'il pensait être des ovnis. Et Internet a découvert en moins d'une heure que ce n'était pas le cas, n'est-ce pas? Et il l'a accepté. Il est sorti et a dit, vous savez? Et c'est, vous savez, une chose vraiment très, très intéressante parce que ça nous amène vraiment à nous demander si Lou a un jour réellement cessé de travailler, n'est-ce pas, pour le gouvernement, n'est-ce pas? Et puis, regardez, en fait, étant moi-même présent dans cet environnement, j'ai posé cette question. Est-ce que l'on suggère ici que Lou Elizondo travaillerait potentiellement d'une manière ou d'une autre pour ce groupe Héritage OVNI à l'heure actuelle? Il aurait fait semblant de démissionner et son objectif serait de mettre des bâtons dans les roues de ce mouvement pour l'empêcher de vraiment prendre de l'ampleur. Oui, je ne pense pas qu'il ait une mission spécifique pour mettre des bâtons dans les roues. Je pense qu'il a une mission importante de faire tout ce qu'on lui dit de faire, quand on lui dit de le faire. Si ça implique, hey, cette semaine, on a besoin de bâtons dans les roues. La semaine prochaine, on a besoin d'informations véridiques, alors il le fera. Et donc, vous savez, travaille-t-il encore officiellement pour eux? Qui sait? Mais c'est comme la mafia, on ne cesse jamais de travailler pour eux. Et donc, s'il reçoit l'appel téléphonique qui dit hey, on a une photo qu'on veut que tu montres à cet événement, hein? Alors il va montrer la photo. Et tu sais, savait-il que c'était faux? Je ne sais pas. Il a vraiment fait l'étonner, mais... Mais est-ce que l'implication est-ce qu'il travaille pour le programme Héritage OVNI ou juste pour le gouvernement américain en général? Genre je ne sais pas. Je crois que c'est ça. Je ne pense pas qu'aucun de ces gars sache exactement pour qui il travaille, parce que vous savez, ce n'est pas comme « Oh, laissez-moi aller à la zone 51 et recevoir mes ordres pour la semaine prochaine. » Bon, vous savez, ça ne marche pas comme ça. Il y a d'étranges petites chaînes de commandement. Il y a ces étranges choses compartimentées et les ordres viennent de très profond. Ils sont filtrés par des canaux de confiance et personne ne sait rien à part faire ce qu'on vous dit quand on vous dit de le faire. Et vous savez, lui ne peut pas aller voir la personne qui lui a dit de brandir cette photo et exiger des explications sur toute l'histoire des ovnis parce qu'ils ne lui diront rien.
Alors, c'est vraiment très intéressant. On dirait qu'il savait que c'était un faux. On le lui a juste donné en lui disant « publiez-le ». Mais il a aussi essayé de protéger son nom en même temps, vous savez, ou bien il savait que c'était faux. Mais de toute façon, le résultat final était ce qu'il voulait, c'est-à-dire discréditer toute cette audience non officielle, n'est-ce pas? Parce qu'il a fini par quitter l'organisation Disclosure Fund juste après ça, n'est-ce pas? Si tout le monde était un peu en colère du genre, c'est quoi ce délire? Je veux dire, encore une fois, il est présenté comme un expert en ovni. Et là, il montre une photo qu'il vient juste de recevoir et la présente. De toutes les photos, de toutes les choses qu'il aurait pu montrer ou dont il aurait pu parler, C'est ce qu'il met en évidence. N'est-ce pas? Ça n'a absolument aucun sens. n'est-ce pas? C'est juste que, est-il vraiment si ignorant ou lui a-t-on dit de le faire? Maintenant, cette prochaine partie est assez intéressante. Vous savez, nous parlons toujours de Lou, mais cette prochaine partie est très intéressante car elle nous mène au prochain extrait maintenant, mais il s'agit du Dr. Gary Nolan, et quelque chose que le Dr. Gary Nolan a dit à Ron James, ce qui est dingue. Eh bien, une autre chose que Gary m'a confiée, et il ne m'en voudrait absolument pas si je le dis, on lui avait promis à de très nombreuses reprises qu'il allait obtenir l'accès à un certain engin, et à chaque fois, malheureusement, cela n'a pas abouti. Mais lui, on le lui a dit, et on le lui a dit qu'ils existent. Il sait qu'ils existent. Alors le Dr. Gary Nolan, on lui a dit qu'il allait pouvoir voir un ovni, et à chaque fois, ça ne s'est jamais concrétisé. Je veux dire, quoi, n'est-ce pas? À combien d'autres personnes ont-ils fait ça, n'est-ce pas? Cela semble être un schéma. Parce que je me souviens qu'Eric Weinstein et Sam Harris ont tous deux parlé chez Joe Rogan ils ont aussi été approchés par des ufologues et on leur a dit que des choses allaient se produire qui ne se sont pas produites. Cela semble être, encore une fois, un schéma, n'est-ce pas? C'est la même chose avec ces gars-là, pas vrai? Ça n'arrête pas d'arriver, hein? Alors le Dr. Gary Nolan apprend qu'il va voir un ovni. Je veux dire, à quel point seriez-vous enthousiasmé? N'est-ce pas? Du genre, oh mais ça doit être réel, c'est formidable, ils vont me montrer un ovni, ça se passe vraiment, n'est-ce pas? Et puis, ça n'arrive pas. Est-ce que ce ne serait pas un signe avant-coureur évident? Ce serait un signe avant-coureur clair pour moi, je ne le ferais toujours pas. Ne le croirais pas à ce moment-là, n'est-ce pas? Et c'est un peu ce qui est arrivé à Eric Weinstein et à Sam Harris également. Genre, c'est probablement des balivernes, n'est-ce pas? Mais ça nous mène à la séquence suivante où l'on voit Luis Elizondo apercevoir un engin. Il en parle ouvertement, puis tente apparemment de le dissimuler. Il est ensuite sorti publiquement pour affirmer « J'ai vu un engin » avant d'essayer, une fois de plus, de le cacher. Je veux dire, j'ai entendu de sources fiables que Lou Elizondo avait un engin de prêt dans une installation. Oui. Alors ça, c'est une autre chose que je connais un petit peu. Patrick Embedded en parlait l'autre jour et il parlait des matériaux et de l'histoire de l'engin comme si c'était la même histoire, mais ce n'est pas le cas en fait. L'endroit où Lou aurait vu un engin n'était pas le même. Ce n'est pas lié à l'histoire des matériaux qui ne sont jamais parvenus à Bigelow. C'est une chose différente. Et ce qu'on m'a dit à ce sujet, c'est que, vous savez, il a laissé échapper cette information il y a en fait un certain temps, avant que je ne publie la première vérité accidentelle, probablement fin 2022. Là, il a laissé échapper qu'il avait vu un engin. Mais ensuite, oui, il s'est mis dans le pétrin et a dû se dédire. Alors, il est devenu très procédurier et a dit, eh bien, j'étais allé là où un engin devait se trouver, une installation. On aime un bon rétropédalage d'OVNI. Oui, donc il est revenu là-dessus. Ah, mais c'était, vous savez, il y a quelques années, et certaines personnes pensent que quand il dit qu'il a vu une installation qui a été construite pour abriter un ovni, il parlait de ce qu'ils ont fait chez Bigelow Aerospace pour préparer la réception de l'engin et des matériaux. Mais j'ai aussi entendu dire, et encore une fois, ce n'est pas une conjecture, mais rien de substantiel, que c'était dans une autre base où il a été emmené. Et donc, l'histoire de Lou voyant un engin semble être corroborée par le fait que Lou en a parlé à d'autres personnes et l'a rendu public avant qu'il ne le fasse pas. Mais ce n'est pas la même chose que cette histoire de matériel. Donc, encore une fois, il y a une autre histoire sur laquelle j'ai réalisé une vidéo. Je mettrai un lien dans la description. En gros, Luis Elizondo, dans un témoignage écrit, n'est-ce pas, disant que à Pax River, d'accord, dans le Maryland, dans la baie de Chesapeake, en fait, ils avaient construit un entrepôt là-bas, ou une installation, n'est-ce pas, qui était classifiée pour pouvoir déplacer un engin, n'est-ce pas, vers Bigelow Aerospace, n'est-ce pas. Tout cela faisait partie de l'AOSAP. Mais Ron, ici, affirme que ce dont Lou a parlé en voyant un engin est totalement différent. Une autre installation où Lou aurait vu un engin, n'est-ce pas? Encore une fois, ça devient très alambiqué et très confus. Et c'est vraiment difficile de relier tous ces éléments entre eux. Ça fait se demander pourquoi les gens ne peuvent pas juste venir et dire la vérité. Dire ce qui se passe, n'est-ce pas?
Encore une fois, ça complique énormément de faire confiance à Lou, n'est-ce pas? Et vous savez, il sort et dit qu'il a vu un engin. Oh, laissez-moi faire marche arrière. Je dois changer mon histoire, faire ceci, faire cela, n'est-ce pas? Encore une fois. Il est littéralement l'incarnation même du chat de Schrödinger, n'est-ce pas? Parce que c'est la réponse qu'il a fournie après qu'on lui a posé la question, vous savez. Vous ne nous avez pas tout dit, pas vrai? Et de nouveau, il se lance dans cette diatribe sur le chat de Schrödinger. C'est typique de Lou. Lou est en train de te raconter la vérité et un mensonge en même temps. C'est intéressant quand vous parlez de ces multiples réalités, n'est-ce pas? Il y a eu cette discussion il y a un certain temps en utilisant l'analogie du chat de Schrödinger. C'est comme si tu ne savais pas lequel choisir. Les deux existent en même temps, n'est-ce pas? C'est tellement ironique, pour être honnête avec toi. Et encore une fois, c'est tellement déroutant, n'est-ce pas? Et ça ne s'arrête pas là, parce que cette autre personne, dans l'espace, avait une histoire absolument fascinante à propos de Lou Elizondo, impliquant David Grush et tout le désordre en coulisses, n'est-ce pas? Alors, il y a cette femme, une certaine Ali Clark, qui apparemment a été contactée par Luis Elizondo pour aller parler à Eric Burleson au sujet de David Grush. Je vous ai raconté, les gars, quand Lou est venu me voir et qu'il voulait que j'aille à Burleson pour que Grush accepte de jouer le jeu. On en a déjà parlé, non? Oh non, racontez-nous ça, s'il vous plaît. C'est tout à fait notre truc. Bon, alors, je crois que c'était avant la dernière fois, c'est quand il a révélé cette fausse image. Je ne me souviens plus si c'était ce soir-là quand nous avons dîné ou si c'était un appel téléphonique à peu près à ce moment-là. Mais il a dit, tu sais, tu as évidemment un bon rapport avec Burleson et je n'ai pas compris quel était le problème, mais il a dit, tu dois lui dire de parler à Grush, que Grush doit mettre ses griefs personnels de côté maintenant et jouer collectif. Il m'a donné une autre analogie ou métaphore à utiliser, mais il voulait en gros que j'aille voir Burleson et que Burleson obtienne... Quand est-ce que c'était? C'était à peu près au moment où il a présenté cette fausse photo. C'était peut-être même pendant ce dîner-là. Si ce n'est pas le cas, c'était lors d'un appel téléphonique juste avant. Donc, on parle de la même période que l'année dernière, vers avril-mai? Ouais, vers cette période-là. Aviez-vous une idée de ce que Lou voulait dire par mettre de côté ses affaires personnelles et jouer collectif? Il a dit que Grush était manifestement en colère contre ce qui lui était arrivé et à juste titre. Mais qu'à présent, il s'agissait surtout il a dit, nous essayons il a fait une analogie de guerre. Et en gros, que Burleson devait lui parler et lui dire que ce n'était pas de lui qu'il s'agissait, de l'équipe et de la mission ou quelque chose comme ça. Alors ça sonne vraiment comme, tu sais, la mafia avec le « et ». Parle à David Grush, dis-lui qu'il doit jouer le jeu. Pourquoi Lou n'appelle-t-il pas directement David Grush ou ne lui envoie-t-il pas un email ou ne le dit-il pas lui-même? Mais il doit aller voir cette femme pour qu'elle le dise ensuite à Eric Burleson, qui le dirait alors à David Grush, n'est-ce pas? C'est un peu le modus operandi de Luis Elizondo, là, à mon avis, n'est-ce pas? Et j'ai toutes les raisons de croire Ali Clark qui raconte cette histoire, n'est-ce pas? Elle ne parle pas de l'impact ou de ça, elle dit juste, voilà ce qui s'est passé. Lou m'a demandé de faire ça et vous savez, c'est vraiment très bizarre, n'est-ce pas? Et je me demande quelle aurait été la réponse d'Eric Burleson. Je me demande s'il en a parlé à David Grush. Ça a probablement énervé David Grush, genre, hey mec, quoi? Une fois de plus, ce qui explique pourquoi David Grush n'est pas dans Age of Disclosure. Une partie de la raison, n'est-ce pas? Parce que Luis Elizondo en était le producteur exécutif, n'est-ce pas? Et il n'y est pas. Et Jeremy Corbell, encore une fois, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, donc je ne veux pas continuer à montrer des extraits, mais Jeremy Corbell avait dit sur Weaponized que David Grush n'était pas dans Age of Disclosure parce qu'il a un chemin différent. Il est sur une voie différente, n'est-ce pas? Et il a l'impression que Luis Elizondo n'est pas honnête et qu'il devrait être honnête, se manifester et dire ce qu'il sait, n'est-ce pas? Encore une fois, quelque chose ne colle pas, n'est-ce pas? Luis Elizondo est-il vraiment impliqué dans le programme Héritage OVNI, mais joue-t-il un rôle d'agent de désinformation pour le dissimuler? Ou est-il là à jouer un agent de désinformation pour vous faire croire que les OVNI ne sont pas réels? Parce que tout ce qu'il fait me donne l'impression que ce n'est pas vrai. N'est-ce pas? Mais tout le monde ne pense pas ça. La majorité pense, oh, il fait croire que c'est réel, mais ce ne serait pas un bon travail pour un agent de désinformation, n'est-ce pas? Voilà. Et nous, ce serait pour vous faire croire que c'est réel, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Il ne te fait pas croire que ce n'est pas réel. N'est-ce pas? Encore une fois, je n'ai vraiment aucune confiance en cet individu. Vous savez, et je ne veux offenser personne. Je ne lui fais tout simplement pas confiance, n'est-ce pas? Pas du tout. On ne peut pas vraiment se fier à aucune des informations qu'il nous donne, n'est-ce pas? Et beaucoup de gens ressentent la même chose. Et encore une fois, Ron affirme qu'il pense toujours qu'il est en service.
Alors, comme je vous l'ai promis plus tôt dans cette vidéo, j'ai un extrait exclusif du tout nouveau documentaire de Ron James. Il est narré par le célèbre Matthew Modine, d'accord? Ce documentaire s'intitule Accidental Truth. Ça sort plus tard cette année, vers la fin du printemps. C'est ce que Ron m'a dit. Très proche du moment où notre documentaire sortira. Et voici un extrait particulièrement intéressant. On y voit de nombreux acteurs différents évoluer dans ce domaine. Salut, c'est Ron James. Je suis en fait ici dans le bureau de Tim Burchett au Congrès. Et nous venons de faire une interview fantastique. Tim, le travail que vous faites est extraordinaire pour faire avancer la divulgation. Et je veux juste vous remercier pour tout. Vous êtes très gentil. Au plaisir de vous revoir bientôt. J'espère que oui. J'espère avoir très bientôt des informations capitales qui vont tout changer. Je suis sûr que je serai le premier qui l'appellera. Tout à fait. Si l'on se projette en novembre 2024, il est annoncé que de nouvelles auditions seront tenues par la Chambre des représentants. Nous sommes le matin du 13 novembre, en direction du bâtiment de bureau Rayburn. Il est 5h45 du matin. Des gens font déjà la queue. On dirait que toutes les personnes présentes auront probablement une bonne chance d'entrer. Avec moi, Steve Bassett, Denis Sheehan, Bob Salas, David McDonald, de Mufon, lors d'une conférence de presse juste après cet événement. En fait, c'est ce que nous appelons une séance d'information. Une séance d'information. Oui, c'est ça. On ne peut pas appeler ça une conférence de presse, parce que nous devions formuler notre permis d'une certaine manière. Oui, d'accord. Ce n'est pas une conférence de presse, c'est un point de presse. Oui, d'accord. Bon, comme ça. Attends. Je suis ici avec Danny Sheehan maintenant. On tiendra cette conférence de presse plus tard. Enfin, ce n'est pas une conférence de presse. Oh, un petit briefing. C'est différent. Une mise au point. Nous annonçons un peu de choses concernant un partenariat entre MUFON et le New Paradigm Institute. Et c'est vraiment formidable d'être ici. Quelles sont vos attentes pour l'audition d'aujourd'hui? Alors, il y a ça va être en quelque sorte deux phases. Il y aura les déclarations que les témoins ont déjà préparées et elles ont déjà été autorisées. Oui. Avec les personnes compétentes en matière de sécurité. Et ensuite, il y aura des questions posées par les membres des jurys. Et la grande question est de savoir si nos équipes seront en mesure de répondre à toutes ces interrogations. C'est l'audience qui va entièrement changer le cours de la divulgation. Nous avons de nouveaux témoins qui se sont exprimés publiquement avec les déclarations officielles les plus audacieuses que nous ayons entendues jusqu'à présent. Luis Elizondo, le journaliste Michael Schellenberger, l'amiral Tim Gallaudet et Mike Gold de la NASA ont tous livré des témoignages frappants. Pourtant, une fois de plus, aucune preuve définitive n'a été présentée pour étayer leurs affirmations. Étrangement, certains de ces témoins ont publiquement encouragé les lanceurs d'alerte à se manifester, tout en paraissant eux-mêmes peu enclins à franchir cette étape personnellement. Le Congrès devrait créer un environnement protégé afin que les lanceurs d'alerte déterminés à bien faire puissent se manifester sans crainte. À l'heure actuelle, ces lanceurs d'alerte souffrent à cause de la stigmatisation, d'un code du silence et de crainte de représailles. Ces lanceurs d'alerte devraient être encouragés à se manifester de manière à les protéger contre toute forme de représailles. Je ne suis pas un lanceur d'alerte. Et quant à un divulgateur, je serais damné si quelqu'un m'appelait un divulgateur, parce qu'un divulgateur est quelqu'un qui prend des informations classifiées et les fournit de manière non autorisée dans le seul but de les divulguer. Je n'ai jamais fait ça et je ne le ferai jamais. Dans un exemple frappant de la contribution unique des enquêteurs d'OVNI à la découverte de la vérité, Ron James et son équipe ont été plus impliqués dans l'audience que quiconque ne l'avait imaginé. J'ai eu l'occasion de soumettre une question. On verra s'il la pose. Ce serait vraiment génial s'il le faisait. Pendant l'interrogatoire de Lai Elizondo par le député Eric Burleson, un petit groupe situé à l'arrière de la salle envoyait activement des messages aux députés des questions à poser en temps réel. C'est si nous étions dans un environnement sécurisé, si nous étions dans une installation SCIF, seriez-vous en mesure de nous fournir ou d'obtenir l'accès à quelque chose, que ce soit des éléments visuels, du matériel tangible que nous pourrions examiner, ou des produits biologiques qui seraient de nature à me convaincre? Monsieur, ce ne serait pas ma décision. Ce serait aux gardiens toujours au sein du gouvernement américain. Est-ce qu'une branche du gouvernement des États-Unis ou des entrepreneurs de la défense possède de la technologie? Monsieur, il y a des documents qui, je crois, ont été soumis pour le dossier et qui ont été approuvés pour diffusion par le Pentagone américain, par le Bureau de la sécurité prépublication du département de la Défense. Et il y est indiqué l'une des raisons pour lesquelles mon programme prédécesseur, la AWSAP, tentait de recueillir du matériel d'origine inconnue. Et
A-t-il été réussi collecté avec succès? À eux, ce n'était pas le cas. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une entreprise de contrats aérospatiaux qui a demandé à se défaire du matériel qui avait été collecté dans les années 50. Malheureusement, cela ne s'est pas réellement produit. C'est à ce moment-là qu'Elizondo a livré une autre vérité involontaire. Alors, entrons dans le vif du sujet. Il s'agit bien de Bigelow Aerospace, n'est-ce pas? Alors, Oui, monsieur. alors, il y avait un journaliste, Christopher Sharp, qui a dit que il y a eu un transfert entre Lockheed Martin, Bigelow Aerospace et la CIA aurait bloqué ça. Pouvez-vous nous décrire ça? Ce que je peux dire, c'est que ça a été bloqué. Elizondo a confirmé que c'était bel et bien Lockheed Martin qui était en possession de ces matériaux exotiques dont nous avions parlé dans le film précédent. Ceci fut probablement la révélation la plus négligée et pourtant la plus cruciale de toutes les auditions. Le New York Times a fait état du fait que vous aviez modifié votre installation ici dans le but d'accueillir certains matériaux provenant d'un autre endroit. L'avez-vous déjà eu? Jamais eu. En as-tu vu? Comment dire? Tu sais, est-ce que vous voyez Dans Accidental Truth, nous parlions du matériel qui devait être envoyé à Bigelow Aerospace et qui ne l'a jamais été. Et il m'a fallu attendre les auditions du Congrès pour en avoir le fin mot. Car pendant ces auditions, j'envoyais des questions par SMS au député Burleson pour les poser à Lou. Et la question concernant Lockheed Martin et Bigelow Aerospace a été soulevée et Lou, dans Accidental Truth, a confirmé que oui, Lockheed avait ce matériel. Oui. Et ça a été retenu. Et j'étais dans l'équipe qui devait le recevoir. À Jessie, en fait, où ça a eu lieu. Vous savez, et ça pouvait surprendre les gens. C'était dans un endroit d'une sécurité risible. Je veux dire, c'était gardé dans un endroit que je sais maintenant que j'aurais probablement pu sauter par-dessus la clôture, casser la serrure, entrer et le prendre. Ça, c'est bien incroyable. Ça devrait surprendre les gens parce que beaucoup de ça, et ça a une crane opère de ces éléments sont maintenus visibles pour tout le monde. Très bien, les vérificateurs. J'espère que vous avez apprécié cet extrait. Encore une fois, je vais mettre un lien ci-dessous vers le premier film de Ron James, Accidental Truth, pour que vous puissiez le découvrir. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires à propos de Lou Elizondo et de toutes ces contradictions, ces signaux d'alarme et tout. Hein. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que Louis Elizondo travaille toujours? Que le gouvernement se contente de nous désinformer, n'est-ce pas? Dans tous les cas, quelque chose ne tourne pas rond. Il y a anguille sous roche, mais personne ne s'en rend vraiment compte. Genre, les gens de la communauté OVNI, oui, mais pas dans le paysage médiatique général, n'est-ce pas? On l'invite toujours à l'émission. Genre, personne ne pense cela de lui. Alors, s'il s'agit d'un agent de désinformation pour vous faire croire que les OVNIs sont bel et bien réels, alors qu'en réalité, ils ne le sont pas, il est en train de bien travailler. Si vous représentez le public. Si vous faites partie de la communauté OVNI, un petit pourcentage d'entre nous pense qu'il raconte des conneries. N'est-ce pas? La majorité des gens le respectent toujours, l'apprécient et le trouvent très crédible, même s'il a montré de nombreuses fausses photos d'OVNI. Et encore, fait toutes sortes de choses étranges en coulisses, parce qu'il y a toutes sortes de gens avec des histoires. Alors, sont-elles toutes vraies ou non? C'est à vous de décider. On se retrouve à la prochaine. Pensez à nous. Chaque jour est un cadeau. Paix. Donc, permettez-moi de vous raconter une histoire vécue. Alors, j'étais en Floride et un soir, mec, j'étais dehors, à l'arrière, avec plusieurs de mes amis, et ils étaient tous, en train de fumer et de boire. Et tu sais, je me suis ouvert à l'un de mes potes, lui racontant une épreuve que je traversais. Et il a commencé à prier pour moi. Et à ce moment de ma vie, c'était bizarre parce que je n'étais pas vraiment, genre, croyais en Dieu, mais je me disais quand même, tu dois te manifester. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je traversais vraiment une période difficile, mais de toute façon, pour faire court, à cet endroit-là, pendant qu'il prie, je commence à lever les yeux vers le ciel, et tandis que mes yeux parcourent le firmament, je vois ce que je ne peux que décrire comme un ange fait de constellations. C'était un regroupement, un ensemble d'étoiles qui étaient disposées là-haut dans le ciel. Et ensuite, elles ont toutes commencé à se mouvoir en parfaite synchronisation, formant ainsi diverses images. Par exemple, j'ai aperçu une croix à 2 ou 3 reprises. Et puis la croix prendrait la forme d'une sorte de, comme un chérubin, ça montrait juste aux gens des ailes et une croix. Et puis, un de mes potes a fait quand j'ai dit, et vous voyez ça, vous. Il lève les yeux au ciel et il dit, oh mec, c'est un ovni.
Et quand il a prononcé le mot ovni, la chose s'est mise à vibrer si rapidement qu'on ne pouvait même plus la distinguer clairement. On aurait dit une simple lumière brillante plutôt qu'un point distinct. Puis ça a affiché une croix une dernière fois avant de s'envoler à une vitesse incroyable, plus rapide que tout ce qu'on connaît, vous savez, plus rapide que ce qu'on pourrait concevoir pour une comète en plein vol. Maintenant, c'était des années avant toute cette histoire de l'âge de la divulgation, mais les recherches que j'ai faites et que j'ai examinées, mec, regarde. Il se peut que s'il y a des extraterrestres, d'accord? Ce sont des créatures de Dieu aussi. Il a créé tout le fourbi, mec. C'est le biohacker ultime. Alors si vous ne vous êtes pas repenti et n'avez pas donné votre âme à Jésus-Christ, mec, ne soyez pas là à avoir l'air fou quand les démons apparaîtront comme des aliens. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je vous embrasse. Elvis a quitté le bâtiment.